Comme d'habitude, partons de la leçon issue de nos origines spirituelles. Apprenez à vous aimer les uns les autres, sinon vous ferez votre propre malheur. Il s'avère que toute relation humaine fonctionne nécessairement sous forme hiérarchique, soit bienveillante, soit malveillante, selon notre libre arbitre. Elle est bienveillante quand nous respectons l'invitation, nous aimer les uns les autres, et malveillante quand nous subissons l'injonction, vous ferez votre propre malheur. La relation humaine peut donc être soit faste pour la vie, c'est-à-dire sous forme d'un don et un accueil, inverse et réciproque, soit néfaste pour la vie, où l'un s'impose, donc l'autre s'opposera. Dans les deux cas, il y a bien hiérarchie. Et ce point est d'une importance capitale car bien souvent, nous opposons hiérarchie et égalité, comme si l'une ne pouvait pas aller avec l'autre. Cette supposée opposition est fausse. Elle provient, comme toujours, d'une confusion entre la bienveillante et la malveillante. Et nous verrons au contraire que la bienveillante permet de respecter le principe d'égalité. Prenons un exemple banal de la vie quotidienne. Deux amis qui discutent ensemble établissent naturellement une hiérarchie. L'un s'exprime, il est dans le rôle du sachant qui donne, et l'autre écoute, il est dans le rôle de l'ignorant qui accueille. Bien évidemment, les rôles s'inverseront ensuite, dans le respect réciproque de la dignité de chacun. Mais si tout le monde parle en même temps, comme lors d'un débat télévisé, c'est la cacophonie et on ne comprend plus rien. La dignité individuelle n'est plus respectée. Nous sommes alors dans une relation universelle négative, où l'un s'impose et l'autre s'oppose, et parfois même violemment. Donc un simple bavardage dans un café montre nécessairement une structure hiérarchique. La vraie question, sommes-nous au sein d'une hiérarchie bienveillante ou malveillante? Comme par exemple en politique, dans quelle hiérarchie sommes-nous? Je vous laisse y répondre. Quand nous sommes dans la position de celle ou celui qui écoute, nous sommes comme ignorants, puisque nous ne savons pas à l'avance ce qu'autrui va nous dire, donc nous offrir. Il importe d'opter alors une authentique posture d'ignorant, car il s'agit d'ouvrir pleinement notre conscience dans l'accueil bienveillant des propos de l'autre, ce qui évitera l'installation des malentendus, d'un dialogue de sourds et d'une relation universelle négative. Être ignorant ici signifie donc être sincèrement à l'écoute. C'est ce que fait le thérapeute. Thérapeutesse signifie en grec prendre soin d'eux. Une relation universelle positive, ce sont deux interlocuteurs qui prennent réciproquement soin l'un de l'autre. De même, quand nous sommes dans la position du sachant, nous devons nous exprimer avec bienveillance et pédagogie, en considérant l'autre, donc l'ignorant, sur un pied d'égalité en dignité. Nous serons alors dans une relation universelle positive, un don et un accueil inverse et réciproque, où chacun prendra soin de l'autre. Inverse, puisque dans la relation positive, il y a inversion entre le don qui s'offre et l'accueil qui reçoit. Réciproque dans la mesure où, alternativement, il y a changement de rôle entre les deux protagonistes. Si l'un parle sans écouter l'autre, on entre dans une relation négative d'un pouvoir sûr, contre nature, un pouvoir toxique, déjà évoqué longuement. Mais alors, si toute relation humaine est hiérarchisée, il y a nécessairement au sein de celle-ci un dominant et un dominé. Mais le dominant sera dominant pour une seule raison. Le dominé lui conférera à ce moment-là une autorité fondée soit sur une compétence, un savoir ou une écoute amicale.
Une autorité autoritaire n'est, elle, qu'un abus de pouvoir, une illusion éphémère, et engendrera inévitablement une relation humaine négative. Si toutes les relations humaines étaient positives, le combat pour l'égalité des droits des dominés, des minorités, n'aurait plus lieu d'être. Certes, nous sommes tous égaux en droit, mais seulement sur le papier de nos constitutions. Dans la vraie vie, nous sommes tous inégaux, même en droit, hélas. C'est uniquement par l'écoute, la bienveillance et la pédagogie au sein de toute relation, notamment juridique, que l'égalité des droits pourra réellement exister en pratique. Bien, il importe à présent de répondre au paradoxe suivant. Si toute relation est nécessairement hiérarchisée, que devient le postulat démocratique et spirituel du principe d'égalité? Revenons d'abord sur ce fait incontestable. Nous ne naissons pas tous égaux. Nous sommes tous différents et uniques à la naissance, avec nos forces et nos faiblesses, psychiquement et physiquement parlant. Nous sommes plus ou moins forts, beaux, grands, petits, intelligents, handicapés. C'est en ce sens que l'originalité de chacun fait la beauté de l'humanité entière. En conséquence, à la sortie de la nature, par nature donc, chaque relation humaine se vivra nécessairement dans le cadre d'une hiérarchie, dominant, dominé. Pourtant, chaque être humain naît avec une aspiration et un penchant pour l'égalité. Dès lors, il faut cesser de confondre le sentiment naturel d'égalité, c'est le versant spirituel, avec l'inégalité de nos constitutions physiques et psychiques, naturelles elles aussi, c'est le versant corporel. Tous les êtres humains naissent inégaux, mais chacun se pense comme l'égal d'autrui, surtout quand l'autre veut prendre le dessus sur nous. Bref, en synthèse, nous naissons tous inégaux et nous nous rêvons tous égaux. Alors pour résoudre ce paradoxe, ne confondons plus l'égalitarisme culturel issu du sentiment naturel d'égalité et la valeur universelle égalité. L'égalitarisme culturel revient à croire que nous sommes tous égaux au sein de hiérarchies naturelles, ce qui est un contresens. Au nom de cette pseudo-égalité, on finit toujours par niveler par le bas. La valeur universelle égalité, tout aussi innée, provient, elle, d'une constante naturelle que je nomme constante d'équité. Cette dernière, que nous retrouvons lors des études du principe d'égalité et de la loi naturelle de coopération, cherche sans cesse à rééquilibrer les déséquilibres vitaux, mais sans jamais y parvenir, car obtenir un équilibre vital absolu reviendrait à créer l'inertie ou la mort. Toute la biologie, et donc tous les organismes vivants, fonctionnent sous l'égide de cette loi vitale naturelle universelle. Alors voici en synthèse rapidement comment devrait fonctionner le principe d'égalité chez l'homme. Le couple que j'appelle gentil dominant, gentil dominé devrait au sein de chaque hiérarchie chercher à réduire ensemble, avec bienveillance, les inégalités sociales et économiques entre les humains, mais aussi entre les pays, au nom de la valeur universelle fraternité. Telle est donc la différence conceptuelle entre une hiérarchie malveillante, qui ne respecte pas les principes d'égalité et de fraternité chers à nos constitutions, et une hiérarchie bienveillante, qui, elle, les respecte. C'est pourquoi l'Europe n'existe pas vraiment. Seul l'euro est effectif pour le meilleur comme pour le pire. L'Europe, hiérarchie malveillante, est dirigée notamment au travers de la Commission européenne, essentiellement par l'Allemagne et les pays nordiques, et ce à leur profit et contre les pays du Sud. Je vous renvoie à la Grèce, le drame qu'elle a vécu. La nature nous a donc offert le problème et la solution. Le problème, c'est que nous naissons tous inégaux, mais avec le sentiment d'être tous égaux. La solution,
C'est ce sentiment inné qui se transcende en valeur universelle, en principe d'égalité, qui permet de réduire les inégalités volontairement et avec bienveillance, mais sans jamais y parvenir totalement, car une égalité parfaite, c'est-à-dire l'égalitarisme, serait synonyme de mort sociale. Alors pourquoi ce subtil montage vital? Pour nous créer un cadre humain en vue d'apprendre à nous aimer. Somme toute, la nature est à la fois inégalitaire et égalitaire, ce qui a priori choque notre rationalité. Pourtant, quoi de plus naturel si la nature est double? Pourquoi l'oxymore est-il l'une des principales figures poétiques? Parce qu'il fait vibrer en nous, et à l'unisson, nos deux versants, corps et esprit, dès lors réunis. Si la nature était monolithique, si notre nature l'était également, point d'évolution possible. Alors voici un très beau texte de Nietzsche, extrait d'un des dictionnaires de Nietzsche à propos de hiérarchie et d'égalitarisme. Je le cite. « La hiérarchie s'est établie par la victoire du plus fort et l'impossibilité pour le plus fort de se passer du plus faible, comme le plus faible du plus fort. Car obéir est aussi bien une fonction de la conservation de soi que, pour l'être le plus fort, commander. » Ou encore, dit-il, « L'homme est une pluralité de forces qui se situe dans une hiérarchie, de telle sorte qu'il y en a qui commandent, mais que celles qui commandent doivent aussi fournir à celles qui obéissent tout ce qui sert à leur subsistance, si bien qu'elles-mêmes sont conditionnées par l'existence de ces dernières. » Fin de citation. Nous retrouvons bien ici la structure don et accueil inverse et réciproque dans le cadre d'une relation hiérarchisée. À présent, je vous propose d'aborder une analogie pertinente, du moins selon moi, entre la relation humaine universelle et la constitution de notre cœur biologique. Depuis l'Antiquité, toutes les civilisations, quelles qu'elles soient, ont toujours situé l'amour dans le cœur biologique. On dira « je t'aime de tout mon cœur et jamais de toute ma cervelle », ou encore « il m'a brisé le cœur, j'en veux en avoir le cœur net ». Si la relation humaine universelle positive est un don et un accueil, notre cœur biologique donne et accueille également. Son côté droit, masculin et émissif, reçoit et expulse nos déchets vers les poumons, le gaz carbonique. Il est alors associé à la notion de don, au sens où il restitue à la nature, aux plantes vertes, par la fonction chlorophyllienne, leur propre nourriture. Notez que la nature possède le don d'utiliser les déchets des uns pour en produire une nourriture pour les autres. Son côté gauche, féminin et réceptif, reçoit et distribue le sang, cette fois-ci chargé d'oxygène, en provenance des poumons, vers nos cellules. Il est alors associé à la notion d'accueil, au sens où cette fois-ci, il se charge en retour, par la fonction de l'hémoglobine, de nourrir nos propres cellules. Le cercle vertueux est donc complet. Notre cœur biologique est donc l'élément vital central qui permet une relation vitale universelle entre l'extérieur, la chlorophylle, et l'intérieur, l'hémoglobine. Notez en passant que la couleur verte est la couleur complémentaire du rouge. De même, toute relation positive entre deux êtres humains produira une circulation d'énergie face à la santé émotionnelle et biologique, face à la vie et à l'évolution. Pour cela, elle devra donc posséder les deux caractéristiques suivantes. Premièrement, le don de l'un est nécessairement l'accueil de l'autre, c'est l'inversion. Deuxièmement, et la réciprocité également nécessaire à la libre circulation des énergies vitales. A contrario,
Toute relation humaine nuisante à la santé, à la vie et à son évolution présentera deux caractéristiques symétriquement opposées. Si l'un s'impose et ou s'oppose, l'autre s'imposera et ou s'opposera. Ici, nous sommes dans le cercle vicieux. Ainsi, toute relation humaine repose sur une circulation d'énergie, d'émotions, de biens et de services entre les individus concernés. Toute la question est de savoir si nous sommes dans un cercle vertueux ou vicieux. Et c'est face à cette réponse que le cœur biologique et métaphorique ne fait qu'un. S'il s'agit d'un cercle vertueux, l'amour fortifie le cœur biologique, mais s'il est vicieux, les maladies cardiovasculaires nous guettent. Si vertueux, alors nous respectons l'invitation originelle « Apprenez à vous aimer les uns les autres ». Si vicieux, alors nous subissons l'injonction originelle « Sinon vous ferez votre propre malheur ». C'est ainsi que l'on pourrait parler de pensée biologique et en retour de biologie pensante, où nos deux versants, corporel et spirituel, travaillent et pensent, comme toujours, dans l'unité, l'un et l'autre agissant sur l'un et l'autre, et réciproquement. Aussi vous comprendrez mieux pourquoi je pars systématiquement de notre invitation-injonction originelle pour étudier un objet spirituel, laquelle invitation-injonction nous a été rappelée par le Christ, mais aussi par d'autres philosophies spirituelles, comme celle du Dalai Lama. Bon, ce qui nous amène aux trois types de relations perverties en relation avec les trois tentations du Christ. Premièrement, la relation de possession. Dans ce type de relation pervertie, chacun agit pour soi de manière égoïste. C'est la loi du plus fort au détriment du plus faible. Il y a donc renversement du sens de la circulation. Le don est devenu appropriation et l'accueil dépossession. Suite à la non-réciprocité, il y aura rupture de la libre circulation des énergies vitales. Que ce soit en famille ou au niveau d'un peuple, nous aimons souvent d'une manière possessive. Nous nous comportons alors comme propriétaires d'autrui. Tu m'appartiens en amour, souvent on entend ça, ou j'achète ton travail, donc il m'appartient. Deuxièmement, la relation de pouvoir. Dans cet autre type de relation pervertie, chacun cherche à imposer sa manière de vivre, de penser et d'aimer. Du coup, l'autre cherchera à s'y opposer, et c'est encore la loi du plus fort qui l'emportera. Quand amour il y a, ou supposé, nous nous imposons trop souvent, et nous imposons à l'autre ce que nous croyons être bon pour lui, sans vraiment nous soucier la plupart du temps de lui donner les moyens d'accepter, et parfois même sans nous préoccuper de vérifier si ce que nous croyons être bon pour l'autre l'est réellement. Là encore, nous nous comportons comme maîtres et possesseurs d'un pouvoir personnel sur autrui ou représentatif sur un peuple. Reste la troisième relation de gloire ou de paraître. Dans ce troisième type de relation pervertie, chacun vit par procuration une illusion qu'autrui entretiendra. L'idole offrira une image charismatique selon ses possessions et son pouvoir. L'idolâtre vouera un culte tellement illusoire, totalement illusoire. C'est à nouveau la loi du plus fort, du plus beau et du plus riche qui l'emportera. En amour, nous recherchons souvent la vénération excessive de l'autre, alors que c'est l'inverse qui devrait se produire. C'est l'autre qui est supposé nous élire dans son cœur. Et en retour, il nous appartiendra de reconnaître toute la valeur de celui ou celle que nous aimons. Là encore, nous renversons le sens. En conclusion, la sagesse consiste en effet à marier les contraires, mais en les métamorphosant en altérités complémentaires. Voilà le cœur de toute sagesse. Dans son livre très instructif, Les luttes de classe en France au XXIe siècle, Emmanuel Todd écrit, je le cite, « Nous retombons ici sur une loi commune à Hegel, Marx, à tous les fans de la dialectique
et à Sacha Guitry qui nous assure que dire le contraire de la vérité, c'est s'en être approché de dos mais de bien près. Et il poursuit, d'une certaine manière, dans l'ordre catégoriel, une chose et son contraire sont identiques. Fin de citation. À présent, je vous invite à étudier une série de podcasts. Nous avons fini la première série. Et donc, une série de podcasts sur la démocratie. Nous débuterons par 2000 ans de mensonges politiques. Je pense que ça va vous intéresser. Puis les deux démocraties, la vraie et la fausse, comme toujours. Puis nous approcherons une définition du libéralisme et néolibéralisme. Puis le vrai mystère de la démocratie, le cœur d'un peuple, et enfin de cœur à cœur, où je reviendrai une dernière fois sur le fait que j'associe le cœur biologique en matière de morale politique. Encore une fois, pardon pour mes bafouillages, et très très grand merci pour votre patience.